Salut! Il y a un mois, nous suivons Jean-Baptiste Gauthier, notre soldat fictif du régiment de la Chaudière, lors du jour J sur les plages de Normandie. Épaulé par cette chum, il libérait les villes les unes après les autres, porté par l'élan irrésistible du débarquement. Mais l'avancée s'était arrêtée net. La vidéo est ici si vous ne l'avez pas vue. Avant de pouvoir enfin libérer Caen, nos hommes doivent briser le verrou le plus redoutable de la zone, Carpiquet et son aéroport. Certainement l'une des opérations les plus massives et l'une des attaques les plus brutales menées par les Canadiens en Normandie. L'opération Windsor. Alors, on enfile nos uniformes, on ajuste nos casques et on y retourne. Batoche nous attend. Bienvenue sur RTVA. Avant que le premier sifflet ne déchire l'aube du 4 juillet, la guerre se joue sur des cartes d'état-major. Batoche entend parler de l'objectif de Carpiquet. Pour les généraux Dempsey et Keller, ce n'est pas un simple terrain d'aviation. C'est la barricade qui bloque toute l'avancée des Alliés. Le soir du 6 juin, Caen aurait dû tomber. C'était l'objectif. La ville étant le carrefour logistique vital et la porte de sortie vers Paris. Mais l'avancée alliée est restée paralysée depuis un mois à cause de ce fichu aéroport, situé à seulement 5 km à l'ouest. Cette place offre aux Allemands une zone d'observation et de feu qui interdit toute entrée dans la ville. Batoche comprend que tant que les SS tiennent ce plateau, l'avancée canadienne est complètement bloquée. Une grosse opération est donc décidée, l'opération Windsor. Ce ne sera pas une escarmouche, mais un rouleau compresseur. Les Alliés en ont besoin comme base opérationnelle pour poser et faire partir leur flotte de chasseurs Typhoon ainsi que leurs avions de transport pour poursuivre l'avancée. Mais les Allemands tiennent à la fois l'aéroport et le village. Et même si les Canadiens sont plus nombreux, leurs ennemis sont retranchés, fanatisés et lourdement armés. Pour Batoche et ses gars, ils sentent le vent tourner début juillet. Après des jours entiers à devoir tenir leur position, ils voient le lieutenant-colonel Mathieu et ses commandants de section passer une journée entière à aller reconnaître le secteur de Carpiquet avec d'autres officiers. Ceux qui en reviendront diront que la tâche s'est révélée plus difficile que prévu car les Allemands se sont fortifiés dans et aux abords de Carpiquet. L'aéroport est extrêmement bien gardé. En attendant, on demande aux gars d'améliorer leur position défensive. Le 3 juillet, tout s'accélère. Après avoir reçu ses ordres de la 8e brigade à 18h, le lieutenant-colonel Mathieu réunit ses commandants de compagnie. C'est le briefing des officiers. Il étale une carte sur le capot d'une Jeep près de Villon-les-Buissons. C'est là que les régiments sont assignés à leur objectif. C'est là qu'il assigne la prise du village de Carpiquet à la Chaudière. Les autres régiments s'occuperont de prendre les hangars, les bâtiments administratifs et le village de Verson. À 19h30, le commandant de la compagnie B réunit ses chefs de section et ses sergents sous une haie. La compagnie B attaquera le village par le sud. Au même moment, du côté de Batoche, les gars des cuisines de campagne du B échelon servent un ragoût de viande et de légumes chauds avec un thé brûlant trop sucré. Habitué aux rations froides, il ne se plaint pas. Mais la sensation est étrange. Pendant qu'ils mangent adossés au pommier, les canons se placent et l'odeur de la graisse des moteurs de char emplit l'air. Ils sont conscients qu'il va se passer quelque chose. On leur a servi de l'énergie pour remonter la machine avant l'assaut. Peu de temps après, on leur remet des rations de survie pour les prochaines 24 heures. Ce sera donc le dernier repas dont ils pourront profiter dans ce verger. Entre deux bouchées de ragoût, Mathieu flatte une dernière fois la tête de Dodo. La petite chienne noire est devenue officieusement le sergent de section. Sa capacité à débusquer le moindre rat, à prévenir des obus qui tombent grâce à son ouïe fine et à apaiser les nerfs des gars après des journées difficiles est devenue indispensable aux troupes. Elle ne montera pas au front avec eux cette fois-ci. Dans un geste de protection, Mathieu la confie au gars du B échelon des cuisines qui repart vers l'arrière. Garde-la au chaud, le gros. On va aller régler ça sans elle. Et si on revient pas, elle vous sera utile. Tu peux me croire. Quand il se retourne vers Batoche, celui-ci acquiesce d'un signe de tête. Tu vas voir, quand on va revenir, ils voudront plus nous la rendre, tellement elle est bonne. À 20h30, l'ordre tombe. Batoche et ses chums apprennent les détails de leur mission. Intérieurement, il est soulagé de ne pas avoir à prendre les hangars sud. C'est la mission la plus ingrate. Cela signifie traverser les pistes à découvert face aux canons allemands. Il avait pu observer et en était venu à redouter ce lieu. Et connaissant la résistance en face, il sait que ce ne sera pas une balade de santé. Et puis, ils apprennent qui sera leur ennemi. Pas la Wehrmacht, mais la Hitler-Jugend. Alors, ils savent que le combat sera sans pitié. Mais malgré la tâche qui semble lourde, ils n'iront pas seuls. Derrière eux, les canons du cuirassé HMS Rodney sont là.
Et pour les soutenir, 248 bouches de feu alignées roue contre roue dans la boue normande. Leur stock d'obus empilés comme des montagnes de fer. Les gars prennent tous un petit moment pour se préparer. Batoche en profite pour écrire à sa mère une lettre qui pourrait bien être sa dernière. Ma chère maman, on bouge pour de bon. Demain, c'est la grosse opération. Les officiers ont la face longue. On a pu voir ce qui nous attend de l'autre bord. J'espère juste rester le même homme après ça. Car ça va être un moment dur à passer, maman, c'est certain. J'espère toujours être là. Batoche hésite sur cette phrase, mais il se retient de l'écrire. Il ne veut pas alerter sa mère. J'ai beaucoup pensé à toi et au vieux. Dis-lui que j'ai compris pas mal de choses depuis que je suis ici. Sa médaille me protège, tu peux en être sûr. Vous me manquez, vous et mes frères. Dis-leur de jamais venir ici, de jamais faire la guerre, c'est une sacrée misère. Ils sont bien à l'abri dans nos bois. Je te laisse, j'ai plus le temps d'écrire. On doit finir de se préparer. Je vous aime, ton grand Jean-Baptiste. À 22h, les gars opèrent leur rituel. On vide ses poches, lettres, photos, souvenirs, et on met tout dans un sac à dos de marche pour qu'il soit remis aux proches en cas de disparition. Pour cette mission, on s'allège au maximum. Puis, on vérifie son équipement. Mathieu vient se mettre à côté de Batoche. Leurs épaules se touchent comme un signe de reconnaissance. Plus besoin de parler entre eux. L'un couvre l'autre, et inversement. Ils sont devenus deux frères durant la guerre. L'ombre de Gravel les accompagne. Juste un regard, et tout est dit. Ils prennent leur fusil Lee-Enfield avec 50 à 100 cartouches. Dans leur poche de poitrine, il y a 4 grenades Mills, plus un petit supplément dans le small pack. Batoche a accroché dans son dos sa pelle de camp. Comme pour son couteau, il a pris le soin d'affûter les bords. Ça aide à mieux creuser, mais ça peut aussi fendre un casque ou trancher un bras quand le fusil devient inutile. La machine est lancée. Demain, la stratégie laissera place au sacrifice. « 5 heures. Le barrage de canon fait feu. Le sol tremble sous les obus des cuirassés. Batoche sent son corps vibrer à chaque impact. 15 minutes plus tard, les gars des compagnies B et D sortent de leur couvert. Ils avancent à l'abri des chars, dans les champs de blé vers le sud de Carpiquet, suivis par les compagnies C et A. L'ennemi est solidement organisé dans des tranchées au camouflage presque parfait. Et en plus des nids de mitrailleuses, on y trouve des bunkers aux murs épais de 2 mètres. Les bombardements n'ont rien pu faire. Les toits sont renforcés par de solides plaques d'acier. Face aux gars de la chaudière, la résistance est nerveuse. Ça canarde dans tous les sens. Batoche serre les dents et se cache derrière les chars avant de viser à son tour de là où partent les tirs. Les objectifs sont impossibles à atteindre sans le support des crocodiles, ces chars qui crachent le feu pour nettoyer les positions les plus fortifiées. L'odeur est insoutenable. Ça sent l'essence et la chair calcinée. Les compagnies s'installent et se défendent fièrement. Elles commencent le nettoyage systématique des caves et des ruines à la grenade, au fusil et pour les places les plus fortes, au lance-flammes. Pour ceux qui résistent, le combat se fait au corps à corps. Batoche empoigne sa pelle qu'il préfère à sa baïonnette. Aveuglé par la fumée et la poussière, il frappe tout ce qu'il rencontre en hurlant. Ce qu'il redoutait arrive. Il se bat face à ces garçons à peine sortis de l'adolescence de la Hitlerjugend. La rage les rend fous. Mais il n'est pas calme non plus. Il n'éprouve plus aucune pitié pour ceux d'en face. Il sent le choc contre les casques et les os. Les sauvages sont déchaînés. La compagnie C, de son côté, est violemment contre-attaquée par l'infanterie allemande et des chars d'assaut Panther. Batoche a prié pour eux en entendant le grincement métallique des chenilles dans les rues adjacentes. Malgré la puissance des blindés ennemis, les gars parviennent à repousser l'attaque. À 12h, le village est déclaré clair. Les officiers occupent les dugous ennemis, des postes fortifiés pour y installer cartes et radios. Une manœuvre qui va s'avérer peu payante. Puisque ce sont les Allemands qui les ont creusés, ils connaissent les coordonnées précises de ces abris. Même sous le béton, les hommes sont prisonniers de feu constant. Tout l'après-midi et toute la nuit, les Allemands font pleuvoir un déluge d'obus et de mortiers et les pertes s'accumulent. Pour ceux qui survivent, le bruit est à rendre fou. Le cri des lance-roquettes que les Alliés surnomment les Morning Minis deviennent des sirènes d'horreur. Incapables de se reposer, ils deviennent de vrais zombies. Mais pour Batoche et les autres, ce n'est pas le pire.
Depuis leur position renforcée et un peu au-dessus en surplomb de l'aéroport, ils assistent au massacre de leurs frères du Royal Winnipeg Rifle. À découvert, sur les pistes bétonnées de l'aéroport, les gars se font écraser, fauchés par les mitrailleuses sans pouvoir se cacher nulle part. Et les blindés ne sont pas épargnés. Au loin, la tour de contrôle surplombe le massacre. C'est l'œil du diable. De là-haut, les Allemands voient chaque mètre de béton et dirigent leurs tirs avec précision. Les hommes voient les monstres d'acier du fort Gary Horst en soutien se faire cueillir par les canons de 88 mm allemands. Il suffit de quelques minutes pour voir leurs carcasses s'embraser et leurs équipages se transformer en torches vivantes. Batoche se retrouve à côté du lieutenant-colonel Mathieu aux premières loges. Personne ne dit rien. Le spectacle est juste insoutenable. Le lieutenant-colonel retient sa respiration en fixant un homme en feu sur le tarmac. Batoche entend des hommes prier ou sacrer. Derrière les meurtrières étroites du Dougou, ils assistent, complètement impuissants, à ce carnage. Le lendemain, l'espoir d'une victoire rapide s'éteint, car piquer n'est plus un objectif, c'est une tombe à ciel ouvert. Toute la nuit, dès que le vacarme des roquettes s'apaise, les gars entendent les râles et les appels à l'aide des blessés agonisant sur le béton. Les Winnipeg Rifles, forcés de reculer après avoir subi des pertes atroces, ont dû abandonner les leurs sur le tarmac. Après quelques heures, le silence remplace les derniers appels au secours. À la radio, le constat est tout aussi sombre. Le lieutenant-colonel Mathieu reste impassible, l'écouteur à l'oreille, mais sa mâchoire serrée en dit long. Au début, des voix métalliques réclamaient encore des renforts ou des fumigènes pour couvrir les blessés. Désormais, elle laisse place à un grésillement vide. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes. Au nord, le North Shore Regiment s'accroche toujours au hangar. C'est devenu une guerre de rats, un combat de rue contre des snipers invisibles. Soudain, le Dougou encaisse 3 frappes directes. Le choc projette Batoche et Mathieu au sol. En aidant son ami à se relever, Batoche remarque le sang qui coule de ses oreilles. Certains gars n'arrivent plus à respirer. La poussière de béton les submerge et aucune ventilation ne lui permet de s'échapper. Les pionniers, les hommes à tout faire du régiment, tentent une sortie pour fortifier les positions des compagnies et disposer des mines. Mais ils reviennent vite. Le feu allemand est trop dense. Et, pour tous ceux qui tentent de mettre le nez dehors, beaucoup ne reviennent tout simplement pas. Le 6 juillet, l'horreur se répète. La chaudière garde sa position défensive sous un déluge d'acier et de nombreux hommes tombent encore. Le major Sivini est forcé d'évacuer, la jambe broyée. Le capitaine Louis Rousseau suit, ses poumons attaqués par de multiples explosions sur l'abri où il se trouvait. Les rations sont réduites au maximum. L'eau est devenue un luxe qui se partage chichement. Avec la chaleur, la soif est le plus difficile à supporter. Batoche ramasse une petite pierre et la met dans sa bouche. En 1 minute, la salive revient. Bientôt, tous les hommes limitent avec ce qu'ils ont sous la main. Une pierre, un bouton ou un vieux sou qu'ils gardent au fond de leur poche. Ils se mettent tous à sucer quelque chose pour ne plus avoir la bouche pâteuse, asséchés par la poussière et la soif. Ils ont le regard vide, les traits tirés. Leur corps ne trouve aucun repos, même quand ils tentent de s'asseoir. Leurs muscles encaissent les chocs, leur esprit endure les hurlements des roquettes. La compagnie C repousse un énième assaut des SS. Mais certains gars disparaissent dans la mêlée, emmenés par l'ennemi. Le 7 et 8 juillet se ressemblent. De plus en plus d'hommes meurent sous les bombes. Les pionniers parviennent à ramper dehors et à miner les secteurs des pelotons A et B. Pour survivre, certains hommes boivent l'eau croupie des radiateurs ou des trous d'obus. Le North Shore, au nord, parvient parfois à faire passer quelques rations, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier. Et puis, eux-mêmes continuent d'endurer les snipers de leur bord. À chaque fois qu'ils lèvent la tête vers Marcellet, les balles sifflent. À la radio, les appels des Winnipeg Rifles, terrés sans abri autour des pistes, sont de plus en plus désespérés. Depuis la tour de contrôle qui domine l'aéroport, les Allemands dirigent le massacre et interdisent le moindre mouvement sur le tarmac. S'ils lâchent, la chaudière sera encerclée. Le maintien de leur position est donc essentiel, et ça, le lieutenant-colonel le sait. En retrait, les Queen's Own Rifles, censés rester en réserve pour l'assaut final, bouchent les trous dans les rangs canadiens. Ils servent maintenant de boucliers humains et se font pilonner depuis la crête des verrières. Pour Batoche, le pire reste l'odeur. Celle des cadavres qui gonflent sous le soleil, sur le bitume brûlant et que le vent lui ramène directement au visage. Mais le lendemain, tout change.
L'opération Windsor ne s'étant pas déroulée comme prévu, une décision majeure est prise. L'assaut final. Une opération de plus grande ampleur est décidée. La libération de Caen, l'opération Charnwood. Aujourd'hui, la ville doit tomber. Et la chaudière est le point central de cet assaut. Pas en défilant dans les rues, mais en sécurisant les flancs. Ils sont les gardiens de la porte. Leur mission ? Éliminer la dernière menace allemande sur l'aéroport pour empêcher leurs frères qui s'engouffrent dans Caen de se faire massacrer dans le dos. Au matin du 9 juillet, entre 4h30 et 5h, un premier barrage d'artillerie commence sur l'ensemble du front de Caen. C'est un réveil brutal pour les Allemands qui, eux aussi, tiennent depuis des jours leur position. À 7h30, les bombardiers légers et moyens de la Royal Air Force pilonnent les réserves allemandes derrière l'aéroport. C'est le moment pour les gars de la chaudière de quitter leur trou de combat pour rejoindre les lignes de départ à Marcelay à 9h. Ils sont épuisés, vidés par leurs 5 jours de siège, mais ils sont contents de bouger. Les moteurs de chars de l'escadron des Sherbrooke fusillés tournent. Ils vont les appuyer pour l'assaut pour détruire les nids de mitrailleuses qui resteraient. Cette fois-ci, les Allemands ne peuvent plus concentrer tous leurs tirs sur un seul régiment. Tout le front explose en même temps. À 10h, le signal est donné. C'est un mur de feu qui s'abat sur Carpiquet. Un barrage roulant d'obus est déclenché. Les 248 canons et les pièces de 16 pouces de la marine du HMS Rodney, lourdes comme des voitures, ouvrent le chemin. Le rideau d'acier avance de 90 mètres toutes les 3 minutes. Batoche marche dans un nuage de poussière blanche et de soufre. Ses yeux brûlent, ses poumons s'encrassent, mais il ne s'arrête pas. Il sait que s'il perd le rythme de l'artillerie, les mitrailleuses SS l'attendent. À midi, l'objectif est capturé. Même si l'artillerie a broyé le secteur, les combats dans les décombres des hangars ont été d'une rage sans nom. Batoche, Mathieu et les autres sont couverts de la poussière des gravats et du sang de l'ennemi. Les derniers survivants de la Hitlerjugend ont fini par lâcher prise, abandonnant les ruines aux Canadiens. Quand Batoche regarde autour de lui, il est soulagé de constater que la plupart de ses frères sont debout. Ce sont essentiellement des Allemands qui gisent, cette fois-ci, sur le bitume. Dans ce silence nouveau, un autre danger rampe sous leurs bottes. Batoche et ses hommes laissent leur place aux pionniers. Tandis que les uns s'écroulent de fatigue, ces hommes de l'ombre s'élancent pour désamorcer les booby traps, ces pièges minés, vicieux et invisibles que les Allemands ont dissimulés partout dans les hangars avant de fuir. Sans le courage de ces techniciens de l'enfer qui nettoient le terrain centimètre par centimètre, la victoire de midi pourrait se transformer en massacre à minuit. Alors que les pionniers sécurisent les hangars, le résultat stratégique tombe. Caen est enfin libéré. L'opération Charnwood a réussi. En verrouillant l'aéroport, la chaudière a coupé les yeux de la défense allemande. Mais le prix de la clé a été payé en sang. Pour ce petit bout de terrain, la 8e brigade a laissé près de 600 gars sur le carreau entre le 4 et le 9 juillet. La chaudière, elle, compte 132 noms en moins à l'appel. Batoche regarde ses mains calleuses. À Carpiquet, on n'a pas seulement gagné du terrain. On l'a acheté un homme à la fois. Le 10 juillet, le général Crérard se déplace en personne pour venir féliciter le régiment pour ce beau travail. Pour Batoche, la gloire est une notion abstraite. Il a tellement vu d'amis tomber et d'horreurs se jouer qu'il n'y trouve plus rien de beau là-dedans. Et puis les jours suivants ne sont qu'une valse épuisante sous les obus entre les jumeaux et le Ménil. Ce n'est que le 13 juillet, à minuit, que la relève arrive enfin. Des hommes frais reprennent l'emplacement stratégique pour que les hommes creux, que représente la chaudière, puissent enfin se reposer à l'arrière. En arrivant à Cambes au petit matin du 13 juillet, le spectacle est atroce. La place est couverte de cadavres d'animaux et de soldats anglais et allemands qui pourrissent sous le soleil. L'air est irrespirable. Mais c'est là, dans ce charnier, qu'un jappement déchire la fatigue. Dodo est là avec le B échelon qui les attend. Elle court vers sa section sur les cris de joie des hommes à qui elle fait la fête. Chacun a le droit à ses léchouilles et prend le temps de la caresser. Le petit sergent leur rappelle encore une fois que la vie ne s'est pas arrêtée. Le régiment s'installe pour un repos bien mérité. La logistique de l'armée prend enfin soin des corps meurtris. On installe des unités de douche mobiles à Fontaine-Henri. Batoche retire ses bottes qu'il n'a pas quittées depuis des semaines. Ses pieds sont à vif. Mais la sensation de l'eau chaude qui dissout la crasse pétrifiée est indescriptible. Batoche, Mathieu et les autres se mettent à chanter et rire sous les jets de vapeur. Les visages de spectres redeviennent des visages de jeunes hommes.
Les infirmiers s'activent ensuite pour soigner les plaies et traiter les pieds de tranchées, tandis que les cuisines distribuent de vrais repas chauds. Entre deux bouchées, les gars sentent leur humanité revenir. Pour clore cette journée de renaissance, une surprise attend le bataillon en soirée. Grâce à la bienveillance des chevaliers de Colomb, une représentation cinématographique est organisée en plein air. Les visages encore marqués par les combats s'illuminent devant l'écran de fortune. Ce soir-là, on joue Song of Russia. Now I know I'm in Russia. Can't get over it. What? Well, everybody seems to be having such a good time. Pendant 1h30, les horreurs de Carpiquet s'effacent devant la musique et la douceur romantique du film. Le lendemain, 14 juillet, jour de la fête nationale française, 400 hommes du bataillon descendent à Bernières-sur-Mer pour se baigner là où tout a commencé le 6 juin. Imaginez la scène. Des centaines d'hommes, nus, se jettent dans la Manche. Les Berniéraises n'étaient pas loin du front de mer ce jour-là, vous pouvez me croire. En se séchant sur le sable, Batoche regarde autour de lui. Pas si loin, il a perdu son ami Gravel. Il a survécu à l'œil du diable. Le centre-ville de Caen est libre derrière lui. Il est propre, nourri, et pour la première fois, il peut dormir sans garder un œil ouvert. Le petit sergent Dodo court après les bouts de bois que les hommes lui lancent. Mathieu lui sourit. La guerre continue demain, mais pour aujourd'hui, on oublie et on se détend. Ma chère maman, je profite d'un moment pour t'écrire. Je peux pas dire que ça a été facile, mais je suis en un seul morceau et je file pas si pire. On nous a envoyés à l'arrière, au bord de la mer. Le plus beau, maman, c'est l'eau chaude. Ils ont installé des douches. Je te jure, je savais même pas que ça pouvait faire autant de bien de se décaper la couenne. Ils nous ont même donné des hardes neuves. On a l'air chic. On a eu droit à une petite bière frette l'autre soir, je te dis que ça descendait bien. Mais le plus fou, c'est qu'ils nous ont passé un film. C'était drôle à voir. Des centaines de gars un peu sourds à cause des canons, tous assis bien sages à regarder une histoire d'amour. Je me sentais comme au petit cinéma de la paroisse le samedi soir. On a oublié le reste, ça faisait du bien au moral. La petite Dodo est encore avec nous. Elle a fait une fête de diable à toute la section quand on est arrivé au campement. Je veux un chien plus tard, c'est un ami fidèle. Je mange à ma faim, je profite du soleil et de la plage. Fais un bec aux autres pour moi. Ton grand qui t'aime, Jean-Baptiste. Du 18 au 24 juillet, l'enfer de Caen se décline en 2 temps. Le choc brutal de l'acier, puis l'érosion lente des corps. Tout commence à l'heure zéro sous le pilonnage des 400 bombardiers où le régiment s'élance dans une boucherie industrielle qui coûte 92 hommes en une seule journée, notamment dans les décombres du château de Colombelle. Une fois les usines sécurisées, le combat devient statique mais viscéral à Solier et Four. Enterrés dans l'humidité des trous d'hommes, les gars troquent la peur des balles contre le calvaire de la maladie. Entre les estomacs tordus, la gale et les boutons qui couvrent leur corps, Batoche et les autres font ce qu'ils peuvent pour rester alertes. Des hommes doivent même être évacués tellement ils sont attaqués. Batoche et Mathieu passent leur nuit à se tourner et retourner. L'un demande à l'autre de l'aider à lui gratter le dos et inversement. La solidarité dans les rangs prend un autre aspect à ce moment. Tout le monde devient l'assistant de celui qui l'accompagne. Alors que les premiers lance-flammes sont distribués, le rapport de force change et les blocs de résistance sont bien plus vite éliminés. L'odeur de chair grillée devient de nouveau insupportable. Le 25 juillet, le chaos s'intensifie quand un bombardement sectionne toutes les communications, laissant Batoche et ses frères sourds et isolés pendant 3 heures d'angoisse totale. Le harcèlement ne lâche plus le régiment jusqu'à la relève du 31 juillet, marquée par un départ apocalyptique où 200 obus allemands labourent le sol en seulement 30 secondes. Ce n'est qu'à Bali, puis lors d'un retour symbolique à Bernières, que le répit arrive enfin. Entre une partie de bingo, une messe pour les disparus et une baignade dans la Manche pour les survivants. Ce calme surréaliste permet de panser les plaies de peau et d'esprit avant que l'on reparte vers la poche résistante de falaise. Le 8 août, la débâcle allemande s'accélère. Mais ce jour-là, ce sont des avions américains qui bombardent le secteur par erreur. Batoche voit des uniformes alliés dans la poussière. Il ne comprend pas tout de suite. Quand il comprend, il ne dit rien. Le 14 août, l'ordre tombe. En avant vers Rouvres. Batoche et ses gars montent à bord de blindés Priest. La poussière est aveuglante, épaisse comme du lait. On avance à l'instinct. L'assaut est rapide.
Le village tombe, plus de 175 prisonniers allemands les mains en l'air. Mais ce qui frappe Batoche sur la route qui suit, c'est le silence. Des kilomètres de ferraille tordues, de chars éventrés, de chevaux morts gonflés sous le soleil. L'armée allemande s'est effondrée là, devant lui. Il marche dans ses décombres sans vraiment trop savoir quoi penser. Le 1er septembre, le régiment entre dans Dieppe. Batoche connaît ce nom depuis l'Angleterre. Tout le monde le connaît. En août 1942, des milliers de Canadiens avaient tenté de débarquer ici. La plupart étaient morts sur ces galets avant même d'avoir atteint la digue. Batoche regarde le bord de mer. La foule crie, les femmes tendent les bras, les enfants courent entre les jambes des soldats. Mais lui fixe les galets. Il pense à des gars qu'il n'a jamais connus. Il ôte son casque un instant. C'est tout ce qu'il peut faire. Les armées alliées foncent vers le cœur du Reich. Mais la mission la plus décisive et la moins glorieuse revient aux Canadiens. Batoche ne comprend pas tout de suite pourquoi on leur a demandé d'avancer ici. On lui explique qu'il faut rouvrir un port, Anvers, que sans ça, toute la machine alliée s'étouffe. Il fait confiance et il avance. Le décor change radicalement. Voici les Pays-Bas. Libérer un peuple affamé dans un pays noyé. Batoche le sait. Les Alliés eux-mêmes ont bombardé les digues de Walcheren pour forcer les débarquements. Maintenant, les polders sont une mer intérieure, grise et glacée, qui avale les routes et efface les repères. On avance dans un pays qui n'existe plus tout à fait. Les hommes ont de l'eau jusqu'à la taille, les armes au-dessus de la tête et sont sous le feu des mitrailleuses allemandes réfugiées sur les digues. Chaque digue arrachée se paie au prix du sang. Chaque maison libérée cache peut-être un tireur. C'est une guerre sans horizon, sans sol ferme. Juste la vase, le froid et les ordres qui arrivent. C'est à Wunsdrecht que quelque chose change dans les conversations du soir. Un nom commence à circuler. Pas dans les rapports officiels, mais dans les rangs entre francophones. Léo Major. On dit qu'il a perdu un œil en juin à cause d'une grenade au phosphore. Qu'il a refusé d'être démobilisé. Son argument, il lui restait l'autre œil, le bon, pour viser. On dit aussi qu'il a survécu à une mine, propulsé dans les airs, dos et côte brisée. Qu'avec son meilleur ami Willy Arsenault, ils partent seuls derrière les lignes. Qu'ils ramènent des prisonniers là où d'autres ne reviennent pas. Qu'ils se déplacent dans le noir, comme si le noir leur appartenait. Pour Batoche, Major n'est plus seulement un homme. C'est une rumeur avec des bottes. Et ce genre de personnage a tendance à donner du courage à tout le monde autour. Avril 1945. Le régiment est aux portes de Zwolle. Batoche vérifie son chargeur dans le silence de la nuit. La mécanique est devenue un réflexe, presque une prière. L'artillerie est prête. Encore une fois, les canons vont rugir sur des forces cachées parmi des civils qui n'ont rien demandé. Encore une fois, des clochers vont tomber. Personne ne parle, tout le monde calcule. Puis, l'ordre d'attaque est annulé. Batoche lève la tête. Quoi ? Il regarde Mathieu. Mathieu hausse ses épaules. Personne ne comprend. Puis, une voix dans le noir. Major s'en est chargé! Une autre voix répète. Major s'en est chargé! Le mot commence à circuler de bouche à oreille, lentement, comme si personne n'osait vraiment y croire. Ce que Batoche reconstitue ensuite, par bribes, parce que Major lui-même ne raconte pas grand-chose, c'est que l'homme est parti en reconnaissance avec Willy Arsenault. Que Willy est tombé à l'entrée de la ville. Que Major, fou de rage et seul, est resté. Il a passé toute la nuit à transformer Zwolle en champ de bataille imaginaire. Rafale dans les ruelles pour simuler une section entière, grenade au carrefour pour donner l'illusion d'une avance massive, et au milieu de tout ça, il a trouvé le commandant allemand de la garnison. Une confrontation directe. Et il lui a fait comprendre, avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, que les Canadiens étaient partout, que les bombes allaient pleuvoir, que c'était terminé. La garnison a décroché avant l'aube. Au matin, Batoche rentre dans Zwolle avec la compagnie B sans tirer une seule balle. Les Néerlandais sont dans les rues. Ils pleurent, ils tendent les mains. Des femmes embrassent des soldats qu'elles ne connaissent pas. 5 ans d'occupation, 5 ans de peur et de faim. Et ce matin-là, la liberté arrive avec l'accent du Québec. Une petite fille tend une tulipe à Mathieu.
Il sourit niaisement et l'accroche sur son casque. Batoche cherche Major du regard. Mathieu lui donne un coup de coude. Il est là. Un homme avec un bandeau de pirate qui parle à voix basse à un officier à côté d'un drap blanc. Il a ramené son ami. Maintenant, il le veille. Batoche fixe la scène sans bouger. La victoire a un goût de cendre pour cet homme-là. Aurait-il fait pareil si c'était Mathieu sous ce drap ? Il ne répond pas à la question. Certaines choses ne se disent pas. Mais, à la tête de Mathieu à côté de lui, il sait qu'ils se posent tous les deux la même. Ma chère maman, le silence est revenu. On n'entend plus l'artillerie, juste les oiseaux et le rire des enfants. Hier, on aurait dû raser cette ville, Zwolle. Aujourd'hui, elle est intacte grâce à un foot chez nous. Je t'écris assis au soleil, autour de moi c'est la fête. Les Hollandais n'ont plus rien, maman. Ils ont faim, ils ont froid, mais ils sourient avec les larmes plein les yeux. Il me restait des chocolats que j'avais gardés au cas où. J'aurais pu les manger, mais il y avait cette petite fille blonde qui me regardait. Je lui ai tendu un carré, elle l'a pris comme si c'était de l'or. On a partagé tout ce qu'on avait avec le village. Voir leurs yeux briller, ça remet l'âme à l'endroit. On dit que c'est bientôt fini, que l'Allemagne est à genoux. Je commence enfin à croire que je vais revoir tes tours tel ciel du Québec. Tu pourras dire au vieux que sa médaille m'a sauvé. Ton grand qui t'aime, Jean-Baptiste. Pour Batoche et les gars de la Chaudière, la fin du cauchemar ne tient pas en une seule date, mais en une libération par étapes. Le véritable soulagement arrive le 5 mai 1945, lorsque le lieutenant-général Charles Foulk accepte la reddition des troupes allemandes aux Pays-Bas. C'est le jour sacré où le régiment peut enfin déposer les armes dans un pays qu'il a lui-même libéré. Cette victoire canadienne est scellée à l'échelle du continent le 8 mai, lors du jour de la victoire en Europe, marquant la capitulation officielle du Reich. Le conflit ne sera définitivement terminé que le 2 septembre 1945 avec la signature de la paix face au Japon. Pour Batoche, ces dates ne comptent plus. L'été 1945 ne ressemble à rien de ce que Batoche connaît. Pas d'ordre d'attaque, pas de nid de mitrailleuse à déloger, juste des pelles, des brouettes et les mains qui font ce que les fusils défaisaient. La compagnie B répare des routes, comble des tranchées, redonne forme à un pays qui ressemble encore à une cicatrice. Les Néerlandais les regardent travailler avec des yeux qui n'ont pas fini de dire merci. Dodo tourne autour des jambes comme elle l'a toujours fait. Depuis les baraquements d'Angleterre où elle avait débarqué dans leur vie, petite terrier noire qui n'avait peur de rien, pas même des canons. Elle a traversé tout ça avec eux. Les polders, la boue, les nuits sans sommeil. Elle les a protégés des obus et des rongeurs. Elle leur a apporté un peu de chaleur, beaucoup d'amour. Une mascotte, une présence, la seule chose douce dans tout ce gris. Mais Dodo ne pourra pas monter sur le bateau de retour avec eux. C'est bien trop compliqué. Alors, tous les gars s'acharnent à lui trouver la meilleure famille d'adoption. Et c'est une famille de parents avec 2 enfants qui tiennent une petite ferme qui sera désormais celle du petit sergent. 2 petits avec qui elle s'amuse à courir, à sauter, à japper. Quand les gars partent, ils ne se retournent pas. Tous ont un peu le cœur serré et ne veulent pas le montrer. Le premier bataillon embarque pour le Canada. Dans la tête de Batoche, quelque part entre le fleuve et la mer, il y a Dodo qui joue dans une cour hollandaise. Il y a un ami qui n'a pas fait le voyage de retour, et il y a Saint-Tite, au bout, avec de la fumée qui sort des cheminées. Il regarde Mathieu tout aussi perdu dans ses pensées. Il sourit. Est-ce que sans lui, il aurait pu tenir aussi bien le coup ? Le retour à Saint-Tite est étrange. Dans la cuisine, Rose pleure en touchant le visage de son fils, cherchant à effacer les rides que la guerre y a gravés. Le vieux, Émile, est là aussi. Il regarde Batoche avec cette fraternité silencieuse de ceux qui ont connu la boue. Le soir, il invite son fils sous la galerie pour partager une bière comme avant son départ. Batoche lui montre sa médaille comme pour lui dire « T'as vu, je suis revenu entier ». Son vieux sourit. Il passe sa main dans ses cheveux. Son gars est revenu. Pour la première fois depuis longtemps, Émile révèle un sourire qui montre toutes ses dents. Pas besoin d'un mot de plus. Le lendemain, un coup de klaxon retentit devant la maison. C'est Mathieu. Il a déniché une vieille Jeep. Ou peut-être qu'il l'a empruntée avec cette débrouillardise de soldat qui ne l'a jamais quitté. Il crie « Hé, Batoche, s'en vas-tu voir si les truites sont aussi grosses qu'avant ?» Batoche sourit. Il attrape sa canne à pêche et au passage serre la main de son père. «
Émile le regarde partir. Lui, il est resté seul avec ses fantômes. Batoche, lui, ramène un frère. Tout au long de cet été-là, les deux frères d'armes ne se quittent pas. Dès que l'un s'évade dans le vide, l'autre le ramène au présent par une blague de caserne ou une tape sur l'épaule. Ils partagent le silence des bois et les visites aux familles de ceux qui ne sont pas revenus. Ils ne guérissent pas de la guerre. On ne guérit jamais vraiment. Mais ils apprennent à porter le sac à deux. Un soir, autour d'un feu, Mathieu rigole en disant qu'ils ont enfin l'air de gars qui ont fini de creuser. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de Batoche avec nous. Ça a été un gros travail, mais on espère que vous avez pris autant de plaisir à le suivre que nous à le faire. Pour nous encourager, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, à activer la cloche, à partager, à parler de notre travail autour de vous, et rien qu'un petit pouce en l'air, ça fait vraiment grave plaisir. Et si vous voulez d'autres récits de ce genre, dites-le nous. On lit tout et on vous répond. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!